Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 12e congrès de la Fondation de l'Avenir. Je suis ravi de pouvoir vous accompagner pendant toute la matinée. Alors évidemment, nous aurions aimé vous avoir ici à l'Institut Mutualiste Montsouris en face de nous pour cette journée. Malheureusement, la situation sanitaire nous a fait préférer la prudence. C'est la raison pour laquelle vous allez suivre l'ensemble de ces interventions à distance. Nous allons passer la matinée ensemble autour de cette thématique, la recherche médicale pour et avec le patient, avec des innovations, avec des points de vue, avec des projets qui ont tous un point commun, mettre le patient au cœur de la recherche médicale. L'enjeu là actuellement, c'est la diffusion du dispositif. Pourquoi la diffusion de ce dispositif? Parce que l'objectif, on a vu grâce à l'innovation de ces dispositifs par rapport à sa praticité, le fait qu'il soit maniable et plus accessible pour le patient, on va pouvoir diagnostiquer plus. Et diagnostiquer plus, on s'est rendu compte via des études que ça nous permettrait donc d'une part d'augmenter la qualité de prise en charge des patients, avoir une prise en charge adaptée, mais également on s'est rendu compte que l'apnée du sommeil était responsable d'un certain nombre de comorbidités, telles que le diabète, les troubles du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle ou même certains accidents vasculaires cérébraux. Donc l'enjeu est de diagnostiquer plus. On a vu qu'actuellement on estime à peu près à 20% uniquement le nombre de diagnostics d'apnée du sommeil. Et en diagnostiquant plus, on va adapter la prise en charge, augmenter la qualité de la prise en charge et donc aussi consommer mieux. Les perspectives de ce travail, c'est également d'introduire dans des simulations la diffusion de cette innovation et de regarder à l'échelle nationale, avec la population cible française, quel serait le budget global investi pour l'assurance maladie pour traiter l'ensemble de ces patients. On s'est rendu compte que même avec nos équipes qui sont très attentives au bien-être de la maman, on avait quand même une anxiété qui perdurait, surtout quand la césarienne est en urgence. Donc en 2020, il y a un peu plus d'un an, on a fait une petite étude à Montsouris et on s'est rendu compte que sur la trentaine de patientes, elles étaient quand même toujours très anxieuses. Et on avait même certains symptômes qu'on appelle la déréalisation ou la dépersonnalisation. Et là, c'est vraiment des symptômes d'anxiété sévères qui peuvent conduire en fait à des complications après avec des patientes qui font plus de dépression, plus de complications dans le postpartum. Donc on s'est posé la question comment est-ce qu'on pouvait améliorer ça et on s'est inspiré de ce qui est déjà fait dans d'autres maternités, la happy césarienne, et on y a ajouté à Montsouris l'utilisation d'un dispositif d'hypnose musicale avant une césarienne qu'on appelle le Musicaire. C'est un dispositif pensé vraiment pour apaiser les patients avant le passage au bloc opératoire. Ensuite, on fait effectivement baisser le chant au moment de la naissance et la patiente peut pousser, ce qui lui donne en fait l'impression d'avoir comme un accouchement par voie basse. Il n'y a aucune rupture avec l'enfant, c'est elle qui le met au monde et le papa ensuite peut couper le cordon. C'est déjà décrit dans beaucoup d'articles scientifiques, les sentiments qu'elles peuvent ressentir. Et nous, en plus, dans l'étude, on a complété et on s'est rendu compte qu'il y avait parfois un peu de culpabilité, cette sensation d'échec de ne pas avoir réussi à accoucher par voie basse alors qu'elles y sont vraiment pour rien. Donc on a essayé d'atténuer tous ces sentiments et avec l'équipe, on a effectivement mis tout ça en place. Après, une fois que l'enfant est né, pour vraiment pas rompre ce lien avec la maman, on fait un petit peu de peau à peau. Et ensuite, quand il part pour les premiers soins, on poursuit avec une visio entre le papa qui filme les premiers soins du bébé et la maman. Ce qui fait que pendant qu'elle est recousue, elle n'est pas seule au bloc sans son mari et son bébé. Elle est toujours en visio, en contact avec son enfant. Dans cette démarche d'éducation thérapeutique, c'est extrêmement important que le patient soit acteur de sa prise en soin, qu'il ait conscience de ses besoins et qu'il ait à cœur d'améliorer les choses. Donc c'est pour ça qu'on laisse vraiment au centre. Et dans tout cela, il y a quand même quelque chose qui est également très important pour que ça puisse bien se passer sur le long terme, parce que ça reste une maladie chronique et il y a une nécessité d'accompagnement sur la durée, c'est vraiment le suivi de nos patients. Donc c'est vrai que toute l'équipe est à disposition du patient pendant les 21 jours de prise en soin, où il y a ce fameux tronc commun qui est donné avec les outils, mais derrière il y a tout un suivi qui est assuré sur 5 années post-hospitalisation pour justement accompagner au mieux le patient dans la mise en place des choses à son domicile, parce que on sait très bien que voilà, tous les apports théoriques sont importants pendant les 3 semaines d'hospitalisation, mais on sait également que le nerf de la guerre, ça reste quand même d'entretenir la motivation sur la durée et de réussir à mettre les choses en application à la maison une fois qu'on revient dans la vraie vie avec
toutes les difficultés parfois qui peuvent intervenir et qui sont parfois indépendantes du patient. L'idée, le fil conducteur de l'éducation thérapeutique, c'est pas de se centrer sur la perte de poids, mais de changer de comportement de façon à avoir une courbe descendante, tranquille, sans obsession, par rapport au poids et retrouver un niveau de santé qui soit acceptable, un niveau physique qui soit acceptable et surtout un niveau psychique acceptable parce que l'estime de soi dans l'obésité, elle est vraiment dans les chaussettes. Du côté du médecin, la grande différence, c'est l'arrivée du numérique. C'est l'arrivée des nouvelles technologies. Alors évidemment, dans la société, tout le monde commence depuis longtemps à comprendre que ça change la société, mais ça change la relation médecin-malade de manière très importante. Et donc, on pourra sûrement en reparler plus tard, mais d'emblée, je crois que ce qui ne va pas aujourd'hui, car on voit bien qu'il y a un malaise dans ce domaine, c'est que les universités, la faculté n'a pas du tout compris la formation des médecins doit changer. Alors c'est en cours, semble-t-il, mais avec quel retard? Il y a déjà 20 ans, on disait il va falloir faire des littéraires et non plus des matheux. Il y a les ordinateurs pour les maths, il y a les logiciels. Il faut des littéraires et ce n'est toujours pas le cas. Vous devez faire des maths pour être en médecine. Pour moi, c'est un contresens aujourd'hui. Il faut apprendre aux jeunes à savoir s'exprimer et surtout écouter le malade avant de parler. Il faudrait de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie en médecine, dans la formation. Le drame de l'université aujourd'hui, c'est qu'elle n'apprend que des connaissances et elle n'a toujours fait que cela. Elle n'apprend pas un savoir-faire. Or, la médecine, c'est un savoir-faire. Et moi, je milite pour qu'on cesse d'avoir des universités, des facultés de médecine. Il faut créer des écoles de santé. Des écoles d'application. Aux États-Unis, ça fait quand même 30 ans qu'il y a une école de médecine après une formation générale qui dure 4 ans. Donc les études de médecine à la française à 7 ou 13 ou 12 ans, aux États-Unis, il y a bien longtemps que, comme il a dit, l'école pratique à 4 ans aux États-Unis, la fac de médecine. Bon, ça c'était juste pour rappeler, hein, on n'est pas des révolutionnaires, hein, on pourrait revenir au système américain. Bon, le système le numérique, vous avez raison, mais le problème c'est qu'on est entre deux. Je rejoins ce que dit Guy, moi qui est une petite start-up où on travaille sur le virtuel, où on travaille sur surtout l'intelligence artificielle, on est entre deux. On a la base de données qu'il nous faut saisir, nous, ce que je trouve absurde. Il y a des métiers dont c'est de saisir les données. Or, aujourd'hui, c'est le médecin qui le fait, et notamment le chirurgien. Donc, c'est encore moins le métier, même, j'allais dire, que celui d'un généraliste qui peut tout saisir. Nous, on est quand même assez spécialisés. On doit saisir à nouveau tout le dossier. Et il n'y a pas, on a donc les données qui rendent, qu'on saisit, dont personne n'exploite à fond. Comme le dit Guy, on n'a pas la compétence pour analyser des bases de données gigantesques. Et ça devient gigantesque par malade. Si vous prenez tous les comptes rendus, on récupère tous les examens biologiques, tout ça, en fait, il manque aujourd'hui, on est entre l'âge du début du numérique, on n'a pas l'intelligence artificielle qui arrive. Il est clair que dès que l'intelligence artificielle sera capable de faire la synthèse de tout ça, le chirurgien ne s'occupera plus de technologie, le médecin ne s'occupera plus de technologie, l'infirmière non plus d'ailleurs. On s'occupera du malade car l'intelligence artificielle déblayera et ça sera à nous de faire le côté relatif d'une notion qui n'est pas binaire. En médecine, c'est jamais binaire. C'était exactement ce qu'on a commencé un petit peu comme ça. Le deuxième problème, vous savez, qui a été signalé par des psychologues et des sociologues qui ont noté ça, c'est qu'on a perdu le toucher. Pratiquement, les chirurgiens, à part les urologues, qui en général ont un toucher à faire qui vous concerne énormément, mais beaucoup de spécialistes comme la mienne, de spécialité, toucher un malade, l'examiner, je ne parle pas des urgences, hein, je parle à froid, pour palper un ventre, c'est absurde. On ne voit pas des tumeurs de 4 mm et le scanner ou l'IRM voit des lésions d'1 mm, enfin pas 1 mm, mais un demi-centimètre. Les doigts ne peuvent pas faire ça. Donc on n'a plus, honnêtement, le toucher n'est plus nécessaire. Mais parfois, il est important pour le malade, dans sa relation, d'avoir un contact. On l'examine et voilà, c'est un truc qui est en train de se perdre. Et je pense que pour l'angoisse des malades, le fait qu'on les examine, qu'on les touche comme dit Guy, qu'on les accueille, ça fait partie du certain accueil, ça avait une importance et ça, c'est en train vraiment de disparaître
avec la technologie, hein. C'est un sujet sur lequel il faut beaucoup réfléchir. On a déjà des simulateurs qui nous aident et qui nous permettent de créer des situations. On a surtout des moyens de faire travailler les équipes ensemble, pas uniquement le chirurgien, mais toute l'équipe sur des accidents opératoires brutaux. Et donc qui permettent de savoir qui a fait quoi à quel moment et de réviser le circuit si nous nous trompons. Donc bien évidemment, on est de plus en plus à passer par ces systèmes de simulation qui sont faits avec des éléments numériques, et bienvenue à eux. Ça ne fera qu'améliorer notre qualité, mais en même temps, il reste toujours ce côté humain qui est incroyable. Il y a un deuxième domaine, c'est la gestion management de l'équipe. Et ça, il y a zéro formation. On y revient sur ce que disait Guy, le côté obsolète de cette formation, le fameux CRM de l'aviation, le Crew Resource Management. Eh bien, ça n'existe pas en médecine. Dans un bloc opératoire, Dieu sait qu'on est en équipe avec les infirmières, les IBOD, les IAD, l'anesthésiste. Il n'y a pas de formation. Ça commence, hein. J'exagère. La CNAM a commencé des formations comme ça. Mais c'est aussi une importance énorme qui, là, est un manque qui est en train d'être comblé. Mais vous vous rendez compte, seulement maintenant, depuis que la chirurgie existe. L'intérêt de ce Living Lab, c'est de pouvoir tester des nouveaux produits. Alors, les nouveaux produits, c'est soit des interventions psychosociales, par exemple des programmes de stimulation cognitive ou des programmes d'aide aux aidants, soit des nouvelles technologies. Alors, entendons-nous bien, hein, l'idée n'est pas du tout de remplacer l'aide humaine par des technologies. L'idée juste est d'ajouter des technologies à l'aide humaine. De la même façon, hein, que j'ai des lunettes, de la même façon qu'on utilise des cannes, l'idée c'est de diversifier ces technologies, ces outils qui vont contribuer à aider les personnes, soit les personnes âgées en bonne santé, soit des personnes âgées fragiles, soit des personnes qui ont des maladies somatiques, des maladies cardiaques, mais aussi des troubles neurocognitifs. Pourquoi faut-il un Living Lab? Parce qu'on pourrait très bien, par exemple, il y a des protocoles en recherche, on décide, on voit un outil, on le donne, et puis ça irait. Mais le souci, c'est que ça ne va pas comme ça, parce que en fait, les personnes ont des besoins divers. Les produits qui peuvent être proposés viennent souvent des industriels et sont proposés aux personnes, mais elles ne conviennent pas forcément. Par exemple, un facteur absolument majeur, c'est le fait que ce soit facile à utiliser. Il faut que les personnes puissent l'utiliser très facilement. À partir du moment où c'est complexe, les gens ne vont pas vouloir l'utiliser, et donc ils ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas l'intégrer dans leur univers. Et puis, il faut aussi évaluer. Et on va faire en fait des évaluations. On va d'abord évaluer les besoins. Puis, à partir de là, on va construire un premier prototype. Puis, ce prototype, il va être très vite proposé aux personnes pour pouvoir justement, pour qu'elles puissent donner leur avis sur ces technologies. Et il va y avoir ainsi des tests itératifs. En pédiatrie, comme dans beaucoup de domaines, on a été pionnier sur ce sujet-là, parce qu'en fait, si les parents ne comprennent pas bien la pathologie de l'enfant et ce qu'on va lui faire, d'une part, l'enfant lui-même sera dans une... Bon, les parents vont être inquiets, ils vont transmettre l'inquiétude à leur enfant, l'enfant va vivre tout ce parcours médical et chirurgicale dans notre cas d'une manière beaucoup plus douloureuse. Et en fait, on le voit très très bien quand les parents sont bien informés, ont bien compris de quoi il s'agissait, sont adhérents au projet thérapeutique. Les suites opératoires sont plus simples, il y a moins de douleur. Et je dirais qu'on travaille sur 20 ans ou 25 ans, puisque moi, j'ai le plaisir et le privilège d'avoir des jeunes adultes aujourd'hui que j'ai opérés quand ils étaient bébés. Et on voit très très bien que l'accompagnement des parents sur toutes ces années, qui va dépendre bien sûr de l'information qu'ils vont recevoir et de la façon dont on va les aider à faire ce parcours, en particulier dans des maladies rares, chroniques, invalidantes,
va retentir sur la qualité de vie du jeune adulte et sa façon d'accepter son handicap, sa maladie chronique et les contraintes qui sont liées au traitement, par exemple. Vous avez développé une application qui va à la fois contribuer à l'éducation, mais qui va aussi demander aux parents d'avoir une action quotidienne de façon à aussi être un acteur de la santé de leur enfant. Oui, c'est une application qu'on a développée ensemble dans le service en équipe. Je tiens à le préciser. C'était un vous inclusif, hein, c'était pas... Oui. 4 ans de travail. L'ambition, c'était effectivement de vraiment positionner le patient, en l'occurrence ses parents, mais c'est aussi une application destinée à des personnes adultes, hein, pour qu'il soit à la fois partie prenante de sa prise en charge et plus acteur. Il y a une notion qu'on appelle, encore un anglicisme, mais empowerment en éducation thérapeutique, ce qui veut dire que le patient est certes au centre, mais il prend possession de sa prise en charge. On a quelques visuels là, parce qu'on est très fiers, on a été récompensé dans différentes... Alors, c'est un nom... On est très fiers du nom. Oui, parce que c'était aussi presque militant, je dirais. Poop and Pee. Pour ceux qui parlent anglais, bon, vous ferez la traduction. Je vous laisse la faire pour ceux qui ne la parlent pas. Pipi caca, voilà, c'est dit. Mais l'idée, c'était vraiment que le patient puisse communiquer avec son soignant, en l'occurrence plutôt un médecin, à travers cette application et un système d'hébergement de données de santé sécurisé, puisque les données sont hébergées à l'assistance publique. C'est pas en continu, évidemment, il ne s'agit pas de rendre le soignant esclave, ni le patient d'ailleurs, mais c'est l'idée d'avoir un outil supplémentaire en consultation. Pour être acteur, il faut aussi comprendre et visualiser. Et là, vous nous dites que vous, dans votre quotidien, l'imagerie 3D, ça a révolutionné votre façon d'expliquer les choses aux patients. Oui, alors quand on parlait justement de l'adhésion des parents à un projet thérapeutique, en l'occurrence là un projet chirurgical, moi je mets toujours les IRM ou les scanners. Je perds beaucoup d'enfants qui ont des cancers, avec donc des chirurgies qui sont lourdes, potentiellement génératrices de séquelles. Donc il faut pouvoir expliquer les enjeux de cette chirurgie, pourquoi on l'a fait, pourquoi elle est compliquée. Et donc on montre des IRM, on montre des scanners. C'est des images qui sont pas faciles à lire pour des gens qui ne sont pas médecins, encore moins parfois même pour des gens qui n'ont pas de notions importantes d'anatomie. J'ai vite compris que mon meilleur médecin, ce serait moi-même, et qu'il fallait que je me prenne en charge et que je me retrousse les manches et que je reconstruise une vie, que je me reconditionne sur d'autres projets de vie. On parle d'éducation thérapeutique, on parle beaucoup de choses. On a vu aussi sur l'obésité, parce que la notion de plaisir aussi, la notion d'adhésion et de plaisir sont extrêmement importantes dans le cadre de l'accompagnement de l'éducation thérapeutique. Voilà, j'ai essayé de comprendre très vite qu'avec l'aide évidemment d'une équipe de professionnels de santé, il fallait que je me prenne en charge et que moi-même je retrouve les chemins de la vie et d'un projet de vie. Le premier pas, c'est d'essayer de comprendre. Après, l'adhésion et la participation, c'est pas obligatoirement l'observance pure et dure. On peut aussi commenter, et effectivement, nous avons toujours dit que les traitements devaient s'adapter à notre projet de vie. C'est pas l'inverse. Notre projet de vie ne doit pas s'adapter au traitement. Donc, il peut y avoir aussi des échanges, voire même des confrontations avec les prescripteurs et l'équipe soignante. Derrière ça, avec mes engagements associatifs, je me suis dit, mais on pourrait peut-être former des patients à l'écoute, à la bienveillance, à accompagner d'autres patients à mieux se retrouver dans la vie, dans leur projet de vie, et que l'échange se faisait un peu plus d'une façon confraternelle et beaucoup plus sincère. À toi, je peux te parler parce que tu sais ce que j'ai. Vous avez mentionné la loi du 4 mars 2002. On va fêter les 20 ans dans quelques semaines. Cette loi du 4 mars 2002 qui donne des droits individuels et des droits collectifs, qui est importante quand même. On a découvert les patients à cette époque-là, c'est pas si vieux que ça, la découverte des patients, ça met tout juste 20 ans. Et donc effectivement, on s'est beaucoup engagé dans le cadre
législatif à la représentation des usagers de la santé dans l'organisation, l'évolution du système de santé, que ce soit dans les établissements de soins ou dans les institutions. Donc on a eu des représentants des usagers de la santé, on a légiféré là-dessus, la formation, etc. Parallèlement, et c'était d'ailleurs une des priorités de bon nombre d'associations, dont l'Association française diabétique, c'était de former des patients dits experts. On les appelle experts parce que les diabétologues ne voulaient pas qu'on les appelle experts, donc on les appelle experts. Mais voilà, sinon après, c'est dit experts, bon, voilà, formés à l'écoute, à l'accompagnement. On les a formés pour qu'effectivement, ils puissent accompagner les personnes, soit dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutique, soit dans d'autres programmes dits d'accompagnement. On a failli légiférer là-dessus dans la loi de l'hôpital patient santé territoire, où on avait des actions d'accompagnement. Le décret ministériel n'est jamais sorti. Et donc, effectivement, aujourd'hui, se pose la question de la reconnaissance, de la validation de la certification des formations et du recrutement de ces patients partenaires, on l'appellera comme ça pour ne pas mettre un peu d'irritation un peu partout. Ces patients-là ont besoin certainement d'avoir un cadre un peu juridique qui définit leur mission, qui reconnaît aussi leur engagement et qui certifie leur formation. La place du patient doit-elle être réglementée? Donc effectivement, Encore plus réglementée. Encore plus réglementée, oui, bien sûr. Ce serait effectivement bienvenu, notamment avec les patients experts, et créer peut-être un véritable statut légal pour le patient expert. Alors après, je dirais, moi, ça me fait penser à ça quand on a parlé d'information aux patients compréhensibles. Je dirais que l'enfer est pavé souvent de bonnes intentions, parce qu'on a beaucoup de patients experts qui participent notamment à la rédaction de notices d'information dans le cadre des recherches médicales. Et alors, c'est déjà des notices d'information qui sont difficilement compréhensibles pour les patients, parce qu'à force de protection juridique accrue, de transparence, on rajoute des mentions obligatoires dans ces notes. Je pense notamment à RGPD, où vous vous retrouvez avec des pages et des pages à lire qui sont... Règlement général des données personnelles. Exactement, Ouais. qui sont même difficilement compréhensibles pour des juristes parfois, et donc ils le sont d'autant plus pour des patients. Et alors parfois, on s'est rendu compte au sein du CPP que les patients experts, tels que son nom l'indique, sont des experts et employaient un langage qui n'était pas forcément adapté aux patients lambda. Donc voilà. Vous allez basculer du côté obscur de la force. Non. C'est ça, oui. Donc voilà, il faut prêter attention aussi à la place du patient véritablement. C'est le risque. Il faut que quand même ces patients experts soient Restent quand des même patients. représentants Exactement. de la D'accord. communauté des patients. Je vais revenir juste sur le chiffre de 60 000 qui peut paraître conséquent, mais qui est en réalité aussi assez faible, puisque c'est environ 10% des patients et que justement, vous disiez qu'il y avait des difficultés de recrutement. Et effectivement, l'une des politiques qui est menée en France, c'est de favoriser justement l'inclusion des patients dans les essais cliniques. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, notamment dans ce chiffre de 60 000, c'est aussi le fait que c'était 60 000 individus qui au quotidien étaient inclus dans des essais cliniques, mais qui n'avaient pas une visibilité en tant que telle, même s'ils sont représentés évidemment par certaines associations. Mais nous, en sociologie, on était plus centré justement sur l'étude de ces associations et de l'implication des associations de malades et de patients en faveur de la recherche. Il y a des exemples fameux, dans le diabète évidemment, mais les myopathies, il y avait le Téléthon ce week-end, voilà, la FM, dans le VIH/SIDA, voilà. Ouais. Donc moi, ce qui m'avait intéressé, c'est de regarder vraiment, d'aller voir ce que vivent finalement ces personnes au quotidien dans les services de recherche clinique, voilà, qui sont expérimentalisés entre guillemets, voilà. Donc c'était ça l'objectif de ma recherche. Devenir sujet de recherche, c'est pas simplement donner son consentement, signer un papier. C'est toute une démarche qui prend du temps et qui implique ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est-à-dire qui implique des transactions, ce que j'ai appelé une économie morale, c'est-à-dire l'échange de sentiments moraux, de l'espoir, de la confiance et du soin entre les malades et les patients. Cette dimension de compréhension de l'incertitude de la part du patient. Et notamment, chez les patients que j'ai suivis en essai clinique de phase 1, c'est souvent des patients qui ont eu
plusieurs traitements avant d'entrer en essai clinique et qui ont donc pu comprendre la notion d'échec, ce que vous évoquez, et ces notions de probabilité plus ou moins grande de fonctionnement des médicaments, mais qui est en fait une incertitude qui existe aussi dans les traitements standards. Simplement, dans l'essai clinique, cette incertitude, elle est majorée. Donc, on a une sorte d'habitude qui est prise, et les patients rentrent finalement dans cette logique qui est une logique médicale. Et c'est une condition, en fait, pour devenir sujet de recherche. Les patients qui le comprennent mal vont poser plus de problèmes dans l'inclusion. De manière peut-être un peu schématique, j'ai vu deux temps dans cette matinée. Un temps où il y avait des principes directeurs très forts qui étaient affirmés pour prendre en compte l'expérience des patients, pour le mettre au centre, comme ça a été dit plusieurs fois. Et aussi ensuite, au fil des discussions, des difficultés ou des points aveugles qui sont apparus. Alors, parmi les principes directeurs, je trouve qu'ils ont été admirablement énoncés dans les expériences soignantes présentées, en particulier celle autour de la césarienne, Happy César. J'ai trouvé que ce qui était tout à fait porteur et qui pouvait être emblématique d'une médecine centrée sur le patient, c'était l'idée d'agir sur les interactions et humaines et techniques au bloc. C'est-à-dire que considérer le bloc comme un environnement, un milieu, et en changer les paramètres pour précisément mettre la patiente et son enfant au centre. Et j'ai trouvé aussi que ce qui apparaissait dans cette expérience, c'était de mettre la relation mère-enfant, cette future relation de soins, au centre du soin médical. C'est-à-dire que le centre du soin médical n'était pas l'organisme de la mère ou celui de l'enfant, mais déjà leur relation psychique, existentielle, et qui allait s'inscrire évidemment dans le temps, et ainsi restaurer la mère comme un sujet en particulier psychique. J'ai trouvé que là était déjà donné tout un tas de concepts centraux pour le soin. Et puis, il y avait, ces derniers points sur cette expérience Happy César, le fait de mettre en avant la vision, le visage de cet enfant qui est donné à voir. Bon, ça fait évidemment penser pour une philosophe à la philosophie de Lévinas. C'est le visage qui annonce et qui force le respect pour l'altérité. Et voilà, donc on voit bien là qu'on se décentre de pratiques trop chirurgico-centré pour mettre au centre le sujet et la relation mère-enfant. Ensuite, j'ai été très sensible évidemment au dialogue entre les professeurs Valencien et Gaillet, merci. Puisque là, ce qui a été réaffirmé, c'est un peu une définition de la clinique c'est une définition de la clinique qui se fonde sur l'écoute. Sur la clinique en tant que pratique, pas en tant que lieu. Oui. D'accord. La clinique, comme cœur de la pratique médicale, comme fondement de la pratique médicale. C'est du bon sens et de considérer son histoire, ses besoins, ses valeurs. Et en même temps, Guy Valencien a très bien montré que ce bon sens devait être nourri, pensé et construit, notamment par l'enseignement des sciences humaines et sociales lors de la formation médicale. Favoriser ce décentrement de la formation et ouvrir un peu l'esprit des étudiants de médecine à toutes les dimensions de la vie du patient, sa vie psychique, sociale, politique, culturelle, et justement les 1000 visages que prend le patient. On l'a vu dans les soins, dans la recherche, et les 1000 statuts qu'il a dans sa vie. C'est-à-dire qu'être patient, être malade, c'est pas être patient 24 heures sur 24. C'est continuer d'être parent et avoir une vie conjugale, amicale, sociale, professionnelle. La question du temps. À mon avis, la difficulté à laquelle nous nous heurtons aujourd'hui, c'est moins celle de reconnaître qu'il faut placer le patient au centre. Je crois que il y a une littérature médicale abondante, il y a une conviction des professionnels, des tutelles, de la démocratie sanitaire.
mais c'est les conditions de travail et les conditions organisationnelles. Dans ce mouvement de la matinée qui faisait apparaître des difficultés de mise en œuvre ou des points à réfléchir, j'ai trouvé que le temps de discussion autour des innovations technologiques et numériques, qu'elles soient celles autour de la robotique dans le Living Lab de Broca ou celles de l'application numérique Poop and Pee de Necker, j'ai trouvé que ça faisait apparaître une manière dont le système de soins et les professionnels de santé abordent le patient au centre. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut, pour dire les choses un peu abruptement et de manière schématique, et je m'en excuse, il faut qu'on fasse attention au fait que ces outils doivent être des supports pour des relations de soins qui continuent justement de prendre en compte le patient comme un sujet psychique, éthique, moral, etc. Et non pas comme des fétiches qui viennent s'ajouter à tout un autre ensemble de techniques et sur lesquelles ces fétiches, on va continuer de plaquer des données et des attentes et des catégories médico-centrées. Sans des recherches également qualitatives et fines, on risque de faire de ces outils des outils qui ne soient pas des outils de soins. Par exemple, une éthicienne du care, John Tronto, américaine, a bien décomposé le care en 4 étapes: identifier un besoin, penser la réponse à ce besoin, prodiguer le soin, et la 4e étape, qui est aussi essentielle que les 3 premières, c'est évaluer la réceptivité par le bénéficiaire du soin, savoir si le soin a répondu aux besoins et aux attentes.